C'est parti, salut les gens, on se retrouve Lioma pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons terminer la physiologie respiratoire تاعنا. On va terminer le module de physiologie bien sûr pour la première unité, برك تاع la deuxième année, l'unité sur l'appareil cardio-respiratoire avec le dernier cours تاعنا avec la régulation de la respiration. Avant de commencer notre cours, on remercie bien sûr comme à notre habitude les professeurs de la faculté de médecine d'Alger et sans plus tarder, on peut donc commencer. Alors, le cours sur la régulation de la respiration, c'est le dernier cours qui m'importe pour le chapitre de physiologie, enfin pour le module de physiologie, la première unité, l'unité sur l'appareil cardio-respiratoire. Après avoir introduit de la physiologie respiratoire en définissant la respiration, en faisant un rappel histologique sur le système respiratoire, je finis la mécanique ventilatoire, qui était l'un des cours les plus importants, parce que c'était fait avec le cours, les femmes blé l'inspiration et l'expiration qui nous donnait le cycle respiratoire ternan, la ventilation, n'étaient en fait que des phénomènes liés avec un jeu de pression et un jeu de volume pour la cage thoracique et les poumons, à la la contraction musculaire, à la des muscles qu'on avait définis comme étant les muscles inspiratoires et expiratoires. On avait dit que l'inspiration c'était un phénomène actif qui demandait la contraction du diaphragme et des intercostaux externes. L'expiration, quand elle était calme, c'était un phénomène passif, hein. Juste la rétraction élastique de mes poumons et du coup de mon appareil respiratoire suffisait à faire rendre à l'appareil respiratoire son volume initial. Sauf que lorsqu'elle est forcée, l'expiration, bah, tu as les muscles abdominaux, de la sangle abdominaux qui vont faire leur travail. Le transverse, les muscles obliques, le grand droit, ils vont faire leur travail avec les intercostaux internes pour accélérer l'expiration lorsqu'elle est forcée. Donc, c'était le cours sur la mécanique ventilatoire. Ensuite, je fais les échanges gazeux, qu'ils soient pulmonaires ou la systémique. On avait compris que le problème, ou du moins le mécanisme, c'était le gradient de pression partielle au niveau des gaz. Et on avait fait la dernière fois le transport des gaz au niveau du sang. Je finis les différentes formes que l'oxygène et le CO2 étaient capables de prendre derrière le sang pour être transportés. L'IOMA donc, vu qu'on a quasiment, enfin on a terminé du coup euh, l'étude du mécanisme de la respiration, il faut qu'il fasse les réguler cette respiration. Donc, on va commencer notre cours avec le pantalon court terrain. On va le commencer avec quelques généralités, quelques définitions sur un petit rappel, bien sûr, sur tout ce qu'on sait, la respiration, la ventilation, où on va être obligé de réguler ce mécanisme. Où on doit réguler, contrôler cette respiration. On va voir ensuite le contrôle de cette respiration. Bien sûr, c'est un phénomène qui est automatique, qu'on va appeler du coup l'automatisme respiratoire. Il est dû à la présence de centres de régulation, de centres de contrôle au niveau de ton tronc cérébral, hein. La partie du coup, tu as la moelle épinière, elle est au niveau du cerveau. Ce tronc cérébral, donc, il va posséder des neurones qui vont se regrouper et me former des groupes respiratoires, donc des centres de contrôle. Les BHOM, je vais pouvoir non seulement expliquer l'automatisme respiratoire, mais en plus expliquer le fait est que cette ventilation, cette inspiration, cette expiration, je peux du coup la réguler. Là en hyperventilation ou là en hypoventilation à l'hsab les besoins de mon organisme et de mon métabolisme bien sûr. نشوفوا بلي هاد les centres du coup de commande, les centres de régulation, يجيبوا les informations تاعهم sur, euh, sur du coup la mécanique ventilatoire et la composition chimique de le sang par le biais de récepteurs. Donc on va voir les chémorécepteurs, les HUMA ils vont me détecter la pression partielle en oxygène, en CO2 et même le pH, hein, donc la concentration en ion H+, en proton H+, qui seront très 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 importants pour la régulation terne. Nous aidons chauffer les mécanorécepteurs. Là, c'est des récepteurs. Les récepteurs un peu plus l'activité mécanique, où ils chauffent, qui fâchent le poumon, l'appareil respiratoire, les muscles aux alentours. Est-ce que là ou là d'un point de vue mécanique, est-ce qu'ils sont trop étirés ou là, est-ce qu'on n'a pas quelque chose justement à corriger, à réguler, à moduler, faire de l'aspect. Et du coup, ce sont les différents points qui vont être abordés, des différents chapitres qui vont être abordés le court d'un an. Et on va, sans plus tarder, نبداو. Alors, la respiration qui m'a si on veut la définir bien sûr, c'est l'ensemble des phénomènes
ils permettent يجيبوا لك l'oxygène اللي à l'extérieur يجيبوا لك داخل la cellule تاعك. Donc, la fonction principale de le phénomène, c'est de donner de l'oxygène aux cellules. Mais il y a une deuxième fonction, c'est que ces cellules-là, en utilisant de l'oxygène, le métabolisme aérobie, ils vont produire un déchet, le fameux CO2, le gaz carbonique. Ce gaz carbonique, le but avec la respiration, c'est de l'expulser par le biais de l'expiration. Donc, automatiquement, cette respiration, d'un point de vue définition, ou la fonction يكون على حساب le métabolisme تاع les tissus تاعي يكون على حساب la demande et le besoin en oxygène de mes tissus على حساب ou en fonction de la quantité de CO2 que mes tissus vont produire. Donc automatiquement, cette respiration, je suis obligé de la réguler. Je suis obligé donc de la moduler, نغير l'intensité تاعها على حساب l'organisme تاعي واش يسحق. Et du coup, pour pouvoir savoir quelles sont les demandes de mon organisme, est-ce qu'il faut augmenter ou bien diminuer cette ventilation, et je parle bien de la ventilation, non pas de la respiration de manière générale, on a quelques grandeurs physiologiques importantes à connaître et qui sont présentes et qui sont mesurables par justement les récepteurs. Les mesures physiologiques, les grandeurs physiologiques, la pression, la PO2, la pression partielle d'oxygène au niveau du sang artériel. La PCO2, donc la pression partielle de CO2 au niveau du sang artériel, et aussi le pH, l'acidité, le degré d'acidité, le pouvoir hydrogène, l'acidité, donc le sang TAC. Les trois grandeurs, les trois mesures physiologiques, je dois du coup les réguler باش يبقاو لي في des limites, باش يبقاو لي في une tranche bien délimitée. C'est ce qu'on appelle du coup maintenir l'homéostasie. En maintenant du coup les différentes grandeurs physiologiques dans une tranche et du coup dans des valeurs bien spécifiques parce qu'elles ne doivent pas dépasser un quota et ne doivent pas être beaucoup trop inférieures, je contribue à maintenir l'équilibre et la stabilité au niveau de mon organisme. C'est ce qu'on appelle donc l'homéostasie. Et pour maintenir cet équilibre et du coup pour réguler ces grandeurs physiologiques, pour réguler du coup ma respiration, ce qu'on va faire, ce que le corps Tana va faire de manière totalement automatique, c'est utiliser donc des arcs réflexes. Des réflexes, ce ne sont rien d'autre que des réactions automatiques immédiates et des réactions automatiques et immédiates qui vont permettre donc de me donner une réaction et de moduler la respiration TAE pour avoir un résultat et donc maintenir l'homéostasie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ces réflexes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adapter la ventilation TAE. Et la ventilation, j'espère que tu le sais, ce n'est rien d'autre que, si on prend du coup la ventilation minute, la ventilation pulmonaire, ce n'est rien d'autre que le mécanisme d'inspiration et d'expiration. Une minute, la ventilation minute, ce n'est rien d'autre que le nombre de cycles respiratoires, le nombre d'expiration, inspiration, que tu vas faire donc en une minute. Et du coup, cette ventilation, elle va dépendre, comme tu l'as deviné, du nombre de cycles, de la fréquence, mais aussi de la force de l'inspiration et de l'expiration. C'est ce qu'on appelle l'amplitude respiratoire, hein, le volume d'air qui va être inspiré. Donc si on reprend l'équation Terna, on dit que la ventilation minute, ce n'est rien d'autre que la fréquence respiratoire multipliée par le volume d'air inspiré et expiré. Et du coup, ça va me donner un débit en une seule minute. C'est sur ça qu'on va jouer justement. On va moduler cette ventilation pour soit augmenter ou diminuer l'amplitude, la force avec le volume que je vais inspirer ou l'expirer, soit augmenter ou diminuer la fréquence, hein, le nombre de cycles que je vais faire une seule minute. Ça a un objectif, c'est justement de réguler la respiration. Parce que la ventilation, c'est une étape, un processus lié à la respiration. Et ça, on l'a vu les cours précédents. J'espère que tu l'as retenu. Donc automatiquement, cette respiration, ou du moins cette ventilation, elle est automatique.
Donc elle a une action, elle est totalement automatique, elle est rythmique, hein. Les cycles du coup d'inspiration et d'expiration vont se faire continuellement à un rythme, involontairement, yani de manière automatique. Bien sûr, la volonté, Wassim, je suis capable de retenir ma respiration, je suis capable de forcer ma respiration, ou là j'expire bzaf. Oui, la volonté تاعك, elle peut rentrer ou dans un mécanisme de contrôle qui sera du coup la contrôle volontaire. على جال, on va voir وعلاش tu peux contrôler ta respiration. C'est à la du coup l'intervention de certaines zones du cerveau, comme le cortex, qui peut contrôler les centres de régulation de la respiration, et donc tu peux contrôler un petit peu ta respiration. Mais ce contrôle volontaire, il a des limites. Il sera toujours plus faible que le contrôle automatique. Un simple exemple, retiens ta respiration. Retiens-la. Allez, je te mets un chronomètre pendant 1 minute, 2 minutes. Après 2 minutes, tu vas recommencer à respirer. Wesh, parce que le réflexe automatique, le lazem respirer sinon mout, c'est lui qui a été supérieur à la volonté ta c'est une preuve du coup, blé. Et même quand tu vas dormir, qui euh, bah, la respiration va continuer. Alors que pourtant la volonté ça montre du coup le contrôle déjà que l'activité respiratoire est automatique et même le contrôle, il est aussi en grande partie automatique à cause des arcs réflexes qu'on va décrire juste après. C'est ça que c'est quelque chose de très important à garder en tête. Donc pour contrôler sa respiration, on va, on va du coup s'appuyer sur des structures qui vont utiliser l'arc réflexe nerveux, hein, qu'on a déjà étudié les cours du coup sur la régulation de la pression artérielle, ou même première année, même le lycée, l'arc réflexe, où à partir d'un récepteur, je capte une information, j'envoie un influx nerveux, une afférence, yani une voie nerveuse qui a l'information de la périphérie tel le centre. L'afférence, le centre de commande, le centre de régulation, il va traiter l'information, il fait ou il bat une réponse. Il bat la réponse vers les effecteurs. Les effecteurs, les structures, les une action. En l'occurrence, ce sera les muscles théoïs, les du coup une contraction ou bien ils vont se relâcher pour permettre une inspiration ou une expiration. Ça, c'est du coup le réflexe, l'arc réflexe le cours. Il faut savoir du coup les modifications, tu as de l'automatisme respiratoire, tu as de la fonction respiratoire. Elle va se faire à l'hsab plusieurs facteurs parce que justement le but de la respiration c'est de s'adapter aux besoins de ton organisme. Donc automatiquement je te mets les facteurs. Le facteur l'ouel, c'est les besoins métaboliques. Yani les tissus et le corps qui vont demander un apport en oxygène différent, bien sûr, à l'hsab, l'état théâque. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'oxygène, ce n'est pas la peine d'hyperventiler, ça ne sert à rien. Par contre, tu fais de l'exercice physique, du sport, et non, c'est intéressant, mais si c'est intéressant, c'est obligatoire d'augmenter sa ventilation, d'hyperventiler pour justement avoir plus d'oxygène et faire sortir plus de CO2. Autre facteur, autre il va aider justement, ou du moins qui va obliger le contrôle respiratoire, c'est les modifications de l'environnement. C'est-à-dire, imagine tu es un alpiniste, l'alpiniste, il va dans les montagnes, il par exemple l'Everest. L'Everest, c'est une zone à haute altitude. Plus tu te laves l'altitude, qu'est-ce qui se passe? Plus bah, la pression partielle d'oxygène dans l'atmosphère تنقص. J'ai moins d'oxygène. Qu'est-ce qui se passe? Là, automatiquement, mon système respiratoire doit s'adapter. Il doit s'adapter à cette situation. Où je les ai et bah, il va du coup devoir augmenter du coup sa fréquence ventilatoire. Il va du coup être obligé d'hyperventiler pour, pour donner suffisamment d'oxygène à mes tissus. Ça, c'est un exemple, du coup, tu as un facteur qui peut jouer sur les modifications, tu as de l'automatisme, tu as de fonctionnement respiratoire. On a aussi la coordination avec d'autres fonctions de l'organisme. Et on a le processus pathologique. Dans le cas où on a une pathologie et du coup, les pressions partielles en oxygène et en CO2, ou là même le pH sanguin, il risque d'être voilà, il risque d'être modifié. On est obligé donc de modifier ou du moins de réguler le fonctionnement respiratoire. Du coup, cette modulation, déjà, aslan le fonctionnement respiratoire,
euh, l'automatisme respiratoire et le contrôle تاعو, ils vont du coup يعتمدوا على plusieurs structures. Ouais, les structures, je les ai énumérées juste avant, ce sera les structures euh, caractéristiques de l'arc réflexe au niveau nerveux ternant. C'est-à-dire, je vais utiliser des récepteurs qui vont me capter des informations sur l'état de ma ventilation et de ma respiration. Les récepteurs Hadouma, ce sera les chémorécepteurs. Ils vont pouvoir isoler les grandeurs physiologiques finalement, la pression partielle de O2, la pression partielle de CO2 et le pH. Ce sont des grandeurs physiologiques très importantes. En plus de ces chémorécepteurs, donc ils vont recevoir la composition des gaz dans le sang, j'aurai des mécanorécepteurs, ou moins recevoir l'aspect mécanique. Il chauffe, est-ce que le poumon, les structures conjonctives, les structures de l'appareil respiratoire, les muscles de l'appareil respiratoire, ils n'ont aucun problème, aucune perturbation, ils ne sont pas trop étirés, ils ne sont pas trop comprimés, il n'y a pas un problème d'un point de vue mécanique. Donc, ce sont les mécanorécepteurs, des récepteurs qui vont me donner des informations sur l'état de la mécanique ventilatoire de manière générale et sur les structures qui composent le système ventilatoire, système respiratoire, pardon. Ces récepteurs, une fois qu'ils vont capter l'information, ils vont envoyer un influx nerveux, donc un influx électrique, par le biais des voies afférentes. Et les voies afférentes, on va les voir juste après, euh, c'est généralement nerf vague et nerf glossopharyngien. Le 10e nerf crânien et 9e nerf crânien, on va les voir juste après. Les l'information les fameux centres respiratoires, les centres de régulation et centres de contrôle au niveau du système nerveux central. En parlant justement de ces centres respiratoires, ce sont مجموعة تاع des neurones, tout simplement, مجموعة تاع des neurones, تاع خلايا عصبية, les corps cellulaires تاعهم, qui vont recevoir l'information من عند les afférences, من عند les récepteurs, et ils vont faire quoi? Ils vont traiter les informations. On dit qu'ils vont intégrer les informations reçues. Une fois qu'elles ont traité les informations, ou chaque fois à peu près, ok, je vais la pression partielle en oxygène, je vais la pression partielle en CO2, qui fait le pH, qui fait les structures conjonctives, le poumon ou les structures musculaires. Une fois que j'ai toutes ces informations, ces centres respiratoires vont me donner une réponse. Cette réponse, sous la forme toujours d'un influx nerveux, d'un influx électrique, va circuler dans des efférences en fait, des voies efférentes qui vont arriver aux effecteurs, hein, les structures qui déroulent l'action. Ou je les structures qui déroulent l'action, vu que j'ai envie de modifier ou de moduler l'activité ventilatoire, ce sont bien sûr les muscles respiratoires qui sont responsables du travail ventilatoire. C'est là où est-ce que je vais pouvoir régler et moduler, réguler, bah, c'est la même chose, ce sont des synonymes, le mode ventilatoire TI. Est-ce que j'augmente la ventilation ou là je diminue la ventilation على حساب les données اللي هم عندي على حساب كيفاش راهي la quantité d'oxygène de CO2 le pH في الجسم تاعي. Une fois que j'ai fait ce travail, l'arc réflexe il va se continuer en boucle, c'est-à-dire qu'une fois que les effecteurs déroulent le travail تاعهم, les récepteurs ils vont encore capter les informations avec la modification. Ils vont capter, ils chauffent, واش تبدل. Une fois qu'ils ont toutes les informations, يعاودوا يبعثوا عند les centres respiratoires ou maintenant ils vont voir est-ce que le problème a été réglé ou pas, est-ce qu'il y a une nouvelle perturbation ou pas, et ils vont régler à chaque fois le problème. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétrocontrôle. On va contrôler la respiration par une boucle où à chaque fois نعطيلك des informations على واش راهو صاري انت تقول لي واش ندير تقول لي زيفيكتور واش يديروا وانا نعاود نمد لك les informations واش راهو صاري après l'action تاعك. C'est ça la boucle de rétrocontrôle. Et c'est une méthode assez efficace qui va nous permettre donc de réguler la mécanique ventilatoire تاعنا على حساب les circonstances تاع l'organisme تاعك. Parmi les centres respiratoires bon, le schéma يخلع شويه, mais en fait ما فيه والو. Parmi du coup les centres respiratoires تاعنا, on va les voir juste après. On en a plusieurs, on va en citer ici 1, 2, 3, 4. 4 centres respiratoires qui sont qui راك تشوف ici bilatéral. يعني عندك واحد sur la gauche, واحد sur la droite. Les centres sont présents au niveau du tronc cérébral. Et le tronc cérébral, un rappel anatomique, c'est en gros la zone de jonction entre guillemets entre la moelle épinière, la moelle spinale, les génies et le cerveau, hein, l'encéphale de manière générale. Justement, cette moelle, ce tronc cérébral fait partie avec le cerveau, le cervelet de l'encéphale TAE, qui est du coup
une des deux parties, tu as le système nerveux central. La deuxième partie, c'est bien sûr la fameuse moelle épinière. Tac. Au niveau de ce tronc cérébral, je vais te faire un petit point du coup anatomique. Un deck trois parties qu'on va les étudier plus tard, les cours d'anatomie, tu as un neuro. La partie le c'est le mésencéphale. La partie qui est juste au milieu, c'est ce qu'on appelait avant le pont. Oui, oui, le pont, P-O-N-T. Maintenant, on l'appelle la protubérance, c'est cette partie-là. Et ensuite, avant, on l'appelait la moelle allongée, parce que c'est la partie de la moelle qui était légèrement allongée, littéralement. Maintenant, cette partie-là, le tronc cérébral, on l'appelle le bulbe rachidien. Et c'est lui le plus important, parce que c'est lui qui va contenir les deux centres respiratoires les plus importants. On va les citer juste après, parce que ce n'est pas le but terme. Ces centres respiratoires qui manquent là, qui sont présents, et le schéma on va le revoir mais on va en parler un tout petit peu. Ils sont présents qui manquent là qu'au niveau du pont, il y a un nez de la protubérance, et au niveau de la moelle allongée, ou là on appelle en anglais medulla oblongata. Ne critique pas ma prononciation, ça c'est du coup le bulbe rachidien. On a du coup on a 4 centres de contrôle. Et ces centres de contrôle, ce sont des amas de neurones qui vont du coup recevoir des afférences, ils vont traiter l'information et ils vont envoyer une réponse sous la forme d'un influx nerveux vers les fameux effecteurs TOI, c'est-à-dire les muscles. En réalité, ils vont envoyer les efférences vers les neurones qui vont gérer l'action des muscles. Ce sont les motoneurones. Si c'est au niveau spinal, on parle des motoneurones alpha pour gérer les muscles squelettiques, qui est les muscles par exemple de la paroi abdominale ou alors des muscles du coup les muscles intercostaux. Ou là directement ils battent l'information avec la réponse. Le motoneurone, tu as le nerf phrénique qui va venir innerver le diaphragme. À ce niveau-là, du coup, j'ai la réponse au niveau de mes muscles. Et ces muscles-là, inspiratoire-expiratoire, échauffoue, est-ce qu'ils vont se contracter ou pas pour faire varier la ventilation au niveau de mon poumon. La variation de ventilation va permettre justement de moduler les grandeurs ou du moins les mesures physiologiques finalement pour voir est-ce que le problème ou la perturbation a été réglée ou pas. Et du coup, les chémorécepteurs et les récepteurs et les mécanorécepteurs, ils vont retransmettre l'information et rebelote, on va former notre boucle de rétrocontrôle. Donc, une fois qu'on a vu ça, on peut maintenant vraiment le cours et étudier point par point les structures Hadouma. On va commencer du coup avec les centres de contrôle respiratoire, les centres de régulation respiratoire. Alors, qui manque l'activité respiratoire, elle est automatique, elle est rythmique, elle va se faire en forme de cycle, inspiration, expiration, inspiration, expiration, donc sous la forme d'un cycle. Elle sera automatique, tu n'as pas besoin de penser de respirer pour respirer. La preuve, mais je respire instinctivement, automatiquement. Ou je ne vais pas m'arrêter de respirer. Cette respiration, elle est permanente. Elle va prendre l'action et l'activité nerveuse de cette respiration. Elle vient du tronc cérébral qui m'a au niveau des neurones du tronc cérébral. Alors, comment est-ce qu'on a identifié quelle partie du tronc cérébral était responsable de la respiration? On a fait des expériences. On a pris ce tronc cérébral, bien sûr on a pris des troncs cérébrales, mais si à des humains. On a pris par exemple de primates, de souris, de chats, on s'en fout. On a pris des troncs cérébrales et qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé du coup une technique, ou du moins une expérience, qui est du coup la section, c'est-à-dire le fait de naqsam, de couper. C'est ce qu'on appelle du coup attends, je me rappelle du nom. La méthode, du moins l'expérience de la section du névrax. Voilà, le névrax, ce n'est rien d'autre que l'axe nerveux avec du coup la moelle épinière et l'encéphale TI. Alors cette expérience de la transection ou la section du névrax, c'est le fait de couper des parties au niveau de notre système nerveux central et de voir est-ce que donc une conséquence sur le mécanisme physiologique à une qara. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par couper le foka. On a coupé entre le mésencéphale et la protubérance. La respiration est normale. Donc c'est le trait rouge. On a trouvé la respiration tout à fait normale. Z. On a coupé, on s'est dit, on va couper le tronc cérébral. On a coupé entre la moelle épinière, et le bulbe rachidien. Quand on a coupé, la respiration hepset. Arrêt total de respiration, apnée, choc spinal. Il n'y a plus de respiration. L'animal hadak met. Donc on en a conclu automatiquement que on a coupé entre mésencéphale
au niveau du mésencéphale, bah, la respiration était normale. Ou quand on a coupé au niveau du bulbe, la respiration, elle était, elle était tout à fait, euh, elle était habset. Donc on en a déduit que les centres de la respiration, du coup les centres de régulation de la respiration et ceux qui sont responsables de l'automatisme respiratoire, راهم جايين هنايا، راهم جايين ici entre au niveau de la protubérance et au niveau du bulbe rachidien. Zed, on a continué les expériences ternes. On a coupé, on a décidé de couper un an entre la protubérance et le bulbe. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que la respiration prête, mais elle était extrêmement irrégulière. Il y a toujours une respiration, mais elle est irrégulière. Elle est mal contrôlée, elle est mal régulée. De là, on a compris que les centres de régulation au niveau du bulbe rachidien, ils étaient responsables de la respiration et donc de l'automatisme respiratoire, mais que les centres au niveau de la protubérance, ils étaient nécessaires pour une bonne régulation et une bonne régularité de la mécanique ventilatoire et de la respiration de manière générale. Donc là, on a refait une autre coupe, si je veux rentrer dans le détail encore, on a refait une autre coupe entre les deux, euh, les deux centres de contrôle, les deux centres de régulation respiratoire, et on a observé une respiration assez bizarre, où l'inspiration était vraiment majoritaire, où est-ce que j'avais du coup une forte inspiration et une expiration très très brève. Donc il y avait un problème ténit ici au niveau de la régulation et de la régularité du cycle respiratoire. Donc, ces centres de contrôle qui ont été identifiés grâce à cette expérience de section étagée, donc est-ce qu'on va couper à chaque fois une partie du tronc cérébral ou une chauffe-eau ou la conséquence est on a permis de déduire à partir de ça le nombre des différents centres de régulation et plus ou moins leur fonction. Parce que même la fonction THOM aujourd'hui, elle n'est pas encore claire à 100%, on a encore plusieurs choses à découvrir, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ils vont être responsables de l'activité ventilatoire, de l'activité respiratoire et de la rythmogénèse, c'est-à-dire le rythme ventilatoire ternant, qui est lui-même influencé par des facteurs. Donc on va commencer du coup par les centres les plus importants, les centres au niveau du bulbe rachidien, les fameux centres bulbaires. Alors au niveau du bulbe rachidien, on a deux centres de régulation de centres du coup respiratoire qui sont qui bilatéral. Des sur la gauche, sur la droite, sur la gauche, sur la droite. Comme tu peux le voir. On en a en tout et pour tout 4. Ces centres-là, on va les appeler le groupe respiratoire dorsal, qui est légèrement, donc il se situe au niveau du bulbe rachidien, légèrement le foca et en dorsal, c'est-à-dire en postérieur. Et le deuxième, c'est le groupe respiratoire ventral, qui est légèrement plus caudal et en ventral par rapport à son homologue dorsal. On les a du coup appelés GRD et GRV. Ces deux centres, ces deux groupes respiratoires, ce ne sont rien d'autre en fait que des agrégats de neurones, des agrégations denses de corps cellulaires de neurones respiratoires qui vont avoir une fonction. Donc, on va commencer avec le groupe respiratoire dorsal. C'est un groupe qui se situe à la partie postérieure du bulbe rachidien. Et si on veut être plus précis et plus pointu, la localisation anatomique, c'est au niveau du noyau du tractus solitaire. Cette structure-là, on va la revoir qui nous déroule l'anatomie. Du coup, tu as le tronc cérébral au niveau de l'unité sur le système nerveux, normalement. On verra ça en tout cas plus tard. Ce groupe-là, le groupe dorsal, je précise bien, c'est lui qui va essentiellement jouer sur l'inspiration. C'est le groupe inspiratoire, si tu veux. Ouais, lèche. Parce que c'est lui qui va recevoir les afférences périphériques, les afférences lijouni, du coup, les mécanorécepteurs et les récepteurs TOA de manière générale, via du coup le 9e et le 10e nerf crânien, c'est-à-dire glossopharyngien et le nerf vague. Il va recevoir ces afférences, il va moduler et du coup intégrer les informations qui lui sont arrivées, et ce qui va se passer, c'est que il va envoyer des efférences vers les motoneurones, les neurones responsables de la contraction, donc de la contraction et du relâchement vers les muscles, ici phrénique. Motoneurone, du coup, les branches du coup motrices, le nerf phrénique, qui va permettre la contraction du diaphragme.
Ces neurones-là, qui peuvent envoyer, qui sont en communication avec les motoneurones du diaphragme, c'est ce qu'on appelle les neurones inspiratoires. Ce groupe-là, ce groupe respiratoire dorsal, il va aider l'inspiration qui fèche en stimulant la contraction du diaphragme. C'est le groupe principalement inspiratoire. Ce groupe-là, bien sûr, mais il avec son homologue, le groupe respiratoire ventral. Ce groupe respiratoire ventral, il est un peu plus complexe. Houa, il possède deux parties. Une partie supérieure très très importante qu'on va appeler le complexe de Pré-Botzinger et une partie inférieure qui va contenir non pas juste des neurones inspiratoires, mais aussi des neurones expiratoires. Et de là, on a besoin d'explications. Déjà, la partie supérieure, le complexe de Pré-Botzinger. On a trouvé les cellules, les neurones à ce niveau-là, ils avaient une activité particulière. Ce sont des cellules pacemaker. Elles vont du coup s'auto-exciter. Elles vont me donner cette excitation et du coup, c'est elles qui seront responsables de l'automatisme respiratoire et c'est elles qui vont me générer le rythme respiratoire. C'est le générateur du rythme respiratoire. Bien sûr, ce complexe de Pré-Botzinger, c'est une structure qui a été découverte récemment. C'est une structure qui a été découverte dans les années 90, normalement, à CAC. Et ce complexe-là, les auteurs ne sont pas tous d'accord pour dire que c'est la seule, c'est la seule structure qui te l'automatisme respiratoire. Il y a certains auteurs, ils viennent te dire que le complexe de Pré-Botzinger, il va venir en parallèle avec d'autres structures, d'autres neurones pour me générer du coup ce rythme respiratoire, cet automatisme respiratoire. En tout cas, ce qu'on va retenir de le court terme, c'est que cette partie supérieure, ce complexe de Pré-Botzinger, c'est lui qui va être considéré, on va parler au conditionnel, qui va être considéré jusqu'à preuve du contraire dans les prochaines années, prochaines recherches, comme le générateur du rythme respiratoire parce qu'elle contient des cellules pacemaker. Donc, c'est la partie supérieure du groupe respiratoire ventral. La partie inférieure, le Tahtania, elle va contenir non pas juste des neurones inspiratoires comme son homologue dorsal, mais également des neurones expiratoires. Ces neurones-là, elles vont communiquer, elles vont envoyer des influx nerveux vers les motoneurones des alpha, du coup des muscles intercostaux, des squalènes, ici pour les neurones inspiratoires, et les neurones expiratoires vers les motoneurones des muscles abdominaux, parce que ce sont les muscles expiratoires. Bien sûr, les deux types de neurones inspiratoire et expiratoire, إذا واحد فيهم يخدم l'autre il est inhibé, ce qui semble logique. Si les neurones inspiratoires sont activés, les neurones expiratoires ne travaillent pas, ils sont inhibés. Et inversement, si c'est les neurones expiratoires qui sont stimulés, qui sont donc activés, ils vont envoyer des influx électriques, des influx nerveux. Les neurones inspiratoires, eux, sont inhibés, du coup, ما يخدموش. Donc, on a deux groupes. On va revenir à notre schéma pour mieux comprendre. On a deux groupes respiratoires, واحد dorsal, واحد ventral, au niveau donc du bulbe rachidien. Et ces groupes-là, qui ils vont contenir des neurones inspiratoires et expiratoires. Lequel des deux va travailler qui fait en réalité? Alors bien sûr, il y a plusieurs hypothèses faradiyat qui خلونا نexpliquer كيفاش يخدموا, mais ça reste au stade d'hypothèse. On n'est toujours pas arrivé à une explication qui met tout le monde d'accord pour cette régulation respiratoire. Mais on va quand même expliquer l'hypothèse la plus probable dans le milieu scientifique médical. On dit du coup les deux groupes Adouma, respiratoire dorsal et ventral, ils خدموا en coopération. Ils vont coopérer pour avoir une action sur les muscles respiratoires. Qui fait? En temps normal, lors de l'inspiration et de l'expiration calme, ce sera le groupe respiratoire dorsal qui va travailler le plus. C'est lui qui va vraiment gérer le rythme respiratoire, le rythme ventilatoire ternain. Pourquoi? Parce qu'il contient des neurones inspiratoires. Ces neurones inspiratoires, donc, vont du coup activer, stimuler les motoneurones spinaux, les motoneurones alpha, responsables donc de la contraction des muscles inspiratoires. Et du coup, en les activant, ces neurones inspiratoires, on aura une contraction des muscles inspiratoires, ce qui va me donner l'inspiration. Une simple désactivation
de ces neurones inspiratoires et de ce groupe de ce groupe respiratoire dorsal va me donner en fait l'expiration, parce que l'expiration calme, c'est une expiration donc qui est un phénomène passif. On n'a pas besoin de muscles pour faire ça. Ça, c'est dans le cas de l'expiration et de l'inspiration calme. Dans le cas d'une respiration ou d'une ventilation forcée, je force l'inspiration et je force l'expiration. Là, les neurones, le groupe respiratoire ventral, ils vont venir ceux du groupe respiratoire dorsal, en coopération. Dans le cas de l'inspiration, les neurones inspiratoires du GRD et les neurones inspiratoires du GRV vont être stimulés et ils vont stimuler les motoneurones responsables de la contraction des muscles inspiratoires principaux et accessoires. Diaphragme pour l'un et les muscles intercostaux avec les squalènes pour l'autre. Cette action va me donner une inspiration forcée. Dans le cas de l'expiration, ces neurones-là, inspiratoires dans les deux GRD et GRV, vont du coup être inhibés. Ce sera les neurones expiratoires qui vont prendre le relais. Ils vont s'activer, être stimulés et du coup envoyer des influx nerveux vers les motoneurones des muscles expiratoires, principalement ceux de la paroi abdominale, ceux de la sangle abdominale, pour permettre une expiration forcée plus forte. Et du coup, je vais pouvoir modifier la ventilation TI. Sans oublier que le complexe Pré-Botzinger, c'est lui le générateur, c'est une structure qui va travailler en coopération, même la respiration calme, avec le GRD, histoire de justement initier ce rythme respiratoire et ce cycle respiratoire. Ça, c'est l'hypothèse plus probable qui permet d'expliquer l'action et le travail de ces centres bulbaires. Maintenant, ces centres bulbaires, évidemment, ce sont les plus essentiels, la respiration, la ventilation en tant que telle, mais ils sont sous le contrôle, donc ça c'est exact, c'est tout ce que je viens d'expliquer maintenant, ils sont sous le contrôle donc des centres respiratoires protubérantiels. Alors ces centres-là, qui se trouvent au niveau du pont, et de la protubérance, juste pour le bulbe rachidien, on en a deux. On a ce qu'on appelle le centre apneustique et le centre pneumotaxique. Ces centres-là, ils se trouvent au niveau, on va reprendre notre schéma au niveau du pont, ici, au niveau de la protubérance, et ce sont des centres qui vont venir moduler, réguler l'activité les centres le bulbe. Donc, huma, entre guillemets, ils hakmouf le bulbe. Ils vont pas y hakmoufer à proprement parler, mais ils vont permettre de réguler l'action TAO. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Déjà, d'un point de vue structurel, le centre apneustique se trouve au niveau du coup de la protubérance, la partie la partie caudale de la protubérance. Tandis que le centre pneumotaxique est celui qui est le plus haut. Il va se situer dans la partie supérieure de la protubérance. Les deux vont avoir du coup une action contraire. Et un benzode, ils vont s'opposer. Le centre apneustique, lui, comme on a dit, il se situe dans la partie inférieure du pont. Il renforcerait, et tu mettrais bien un grand trait sur le fait qu'on a employé le conditionnel, le verbe, c'est-à-dire qu'on pense qu'il va faire ça, mais on n'est pas sûr. Il pourrait renforcer la commande inspiratoire, il pourrait renforcer l'inspiration qui fêche en stimulant le GRD, en stimulant du coup le groupe respiratoire dorsal qui va contenir les neurones inspiratoires responsables de l'inspiration calme. Ça, c'est ce qu'on pense l'IRDEIDERO. Son rôle reste encore mal connu et j'espère qu'il sera découvert les années à venir. En tout cas, c'est ce que le centre apneustique est censé faire selon les dernières hypothèses et recherches. Maintenant, le centre pneumotaxique, lui, il va faire l'exact inverse. Déjà, il est situé dans la partie supérieure du pont, ça c'est déjà numéro 1. Et de 2, lui, il va plutôt l'inspiration. Il va inactiver, il va inhiber les neurones inspiratoires tel le GRD, tel le groupe respiratoire dorsal responsable de l'inspiration calme. Donc ce centre pneumotaxique, il va venir arrêter l'inspiration tout simplement pour initier l'expiration. Le centre, il est très important. Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, on va reprendre le schéma maintenant.
Comme je t'ai dit tout à l'heure, l'inspiration calme, enfin la respiration calme de manière générale, c'est juste du coup l'activité des neurones inspiratoires, c'est-à-dire principalement le GRD. Le GRD ici va venir contrôler l'inspiration, mais du coup pour ça l'expiration, on doit inhiber l'action TA. Qui fait on va l'inhiber par le biais de ce centre pneumotaxique qui va envoyer une afférence vers le GRD pour inhiber pendant un laps de temps les neurones inspiratoires et permettre à l'expiration tender. Ça, c'est très important. Et du coup, qui m'a le centre apneustique, il va favoriser l'inspiration. Il peut avoir un rôle, hypothèse, il pourrait avoir un rôle pour accentuer l'inspiration au cours de l'inspiration forcée, par exemple. C'est une hypothèse qui pourrait être plausible. Tandis que le pneumotaxique, lui, il va venir permettre l'expiration en inhibant les neurones inspiratoires. Du coup, le pneumotaxique, en inhibant le GRD, il va être inhibé par la même occasion les neurones du centre apneustique. C'est pour ça que je t'ai dit que le pneumotaxique et l'apneustique, ils sont, ils sont du coup tous les deux, ils vont avoir des actions contraires. Ils vont s'inhiber pour permettre du coup leur action individuelle. Donc, si on revient donc à notre centre pneumotactique, c'est un centre donc qui va moduler l'activité donc des centres bulbaires, des centres de régulation au niveau du bulbe rachidien, mais il ne va pas l'inhiber juste à cac. Oui, il va jouer un rôle pour permettre l'expiration, mais surtout, il va, euh, il va être lui-même sous le contrôle d'autres structures au niveau, par exemple, du système nerveux central. Au niveau du système nerveux central, il faut savoir que le centre du bulbe et même des ponts, ils vont recevoir des influx nerveux, ce qui a le cerveau, l'hypothalamus et le cortex cérébral. Alors au niveau de l'hypothalamus, zone du cerveau qui peut gérer par exemple les émotions, quand tu es sous certaines émotions, ta respiration, tu l'auras remarqué, elle va changer. Donc, ta mécanique ventilatoire va changer. Ta respiration, la ventilation qui te تبكي ou qui te en colère ou qui te calme ou qui te راك حايب ترمي روحك من الطاقة حتختلف. Ce qui est logique, c'est justement à cause de l'influence des étages supérieurs de l'hypothalamus sur justement les centres respiratoires protubérantiels, les centres respiratoires pontins qui m'enroulent là, au niveau du pont. On a une autre mécanique qui permet justement de moduler l'activité des centres, c'est à la volonté TAC. Et du coup, ça, c'est le cortex qui va prendre le relais. Alors, quand tu es dans un état d'éveil, ton cortex, il est bien éveillé et c'est là où les commandes au niveau de ta volonté, donc, le fait est que je puisse retenir ma respiration, que je puisse accélérer ma respiration, ralentir ma respiration. À la ma volonté, ça montre justement que une influence, l'influence le cortex, elle a les centres respiratoires qui vont eux-mêmes moduler l'activité ventilatoire TAC. C'est aussi simple que ça. Et cette modulation, elle peut se faire du coup volontairement ou involontairement. Par exemple, au niveau de certaines émotions, ou là, par exemple, tu reçois une douleur. Quand qui te compte tout la respiration تاعك حتتبدل. Qui te compte là par exemple راني نهضر, ma respiration, elle doit être contrôlée باش نقدر نتنفس parmi les phrases اللي نهضر لهم. Parce que là, quand je parle beaucoup trop longtemps, j'arrive pas à respirer كيما راك تشوف. Heureusement, du coup, Bliakayen a le contrôle, parce que sinon, je pourrais pas respirer Kindle les vidéos TAE et ça m'embêterait parce que sinon, on mote. Donc, automatiquement, ces centres de respiration, du coup, de manière générale, le tronc cérébral, ils sont sous l'influence du cortex et de l'hypothalamus. On a des médicaments et des substances chimiques qui peuvent inhiber ou la moduler l'activité respiratoire. Alors, ces neurones bulbaires, comme n'importe quel neurone, je peux du coup les inhiber avec des médicaments, comme par exemple des barbituriques ou là, des dérivés morphiniques comme de la morphine. Des substances pharmacologiques qui existent, qui peuvent être administrées soit comme médicaments, sédatifs, anesthésiants ou autres,
peuvent moduler l'activité respiratoire. Chose, oui, il faut faire attention du coup. En tout cas, donc si on revient à notre schéma Hadaya qui va résumer à peu près le cours, hein, en soi. Ce schéma-là, il est parfait pour résumer la structure en fait de l'arc réflexe et de la boucle de rétrocontrôle qui se met en place. Le pont qui contient le centre pneumotaxique mulfort et le centre apneustique multert vont moduler l'activité des centres respiratoires dorsal et ventral au niveau du bulbe rachidien. Ces centres-là vont contenir en plus au niveau du GRV le complexe Pré-Bottinger qui lui contient des neurones pacemaker qui vont du coup générer le rythme respiratoire, contient surtout des neurones inspiratoires et expiratoires. Ces neurones-là, en fait, elles vont avoir des synapses, elles vont du coup envoyer des signaux et des influx nerveux électriques vers les motoneurones responsables du coup de la contraction et du relâchement des muscles respiratoires. Si je module l'activité de Hum, la respiration calme, ce sera principalement le GRD qui va faire le travail. Les neurones inspiratoires vont envoyer le signal et l'influx électrique vers les motoneurones des muscles euh, inspiratoires, ce qui va me donner une inspiration, du coup, et je vais pouvoir moduler l'activité ventilatoire. Le simple fait de désactiver ou du moins d'inhiber les neurones inspiratoires pendant un laps de temps va me donner l'expiration. Tandis que pendant la respiration forcée, inspiration et expiration forcée, le GRV va aussi rentrer et venir le GRD. Les neurones inspiratoires des deux groupes respiratoires, vont kif kif, histoire de moduler l'activité inspiratoire, donc de mes effecteurs, de mes muscles inspiratoires, qu'ils soient principaux ou accessoires. Pour l'expiration, je vais bien sûr inhiber les neurones inspiratoires et activer les neurones expiratoires du groupe respiratoire ventral du GRV. Ces neurones expiratoires vont permettre du coup d'activer les motoneurones spinaux, c'est-à-dire les muscles expiratoires de la paroi abdominale, au niveau de mon abdomen, ce qui va permettre la contraction de ces muscles et donc l'expiration et moduler la ventilation. Une fois que la ventilation a été modulée, qu'elle soit par une hyperventilation ou une hypoventilation, je vais régler le problème initial, hein, le problème qui a été au niveau des grandeurs physiologiques, que ce soit la pression partielle, la PO2, la PCO2 ou le pH sanguin, ou la même régler le problème au niveau des mécanorécepteurs pour les structures pulmonaires et les structures respiratoires de manière générale. Ces récepteurs-là, qui nous ont donné l'information de base, on va les étudier juste après, maintenant justement. C'est eux qui vont initier une boucle, c'est eux qui vont du coup commencer et terminer et recommencer du coup la boucle, le cycle alternant, pour toujours avoir un rétrocontrôle sur ce qui se passe au niveau respiratoire. Ce schéma-là, il est là juste pour te montrer en fait qu'au niveau donc du tronc cérébral, on a le bulbe et le pont TNA qui vont du coup, grâce aux neurones TAHOM, être connectés aux motoneurones déjà du nerf phrénique pour innerver le diaphragme, mais aussi aux motoneurones alpha, donc de la moelle spinale, qui eux vont commander par exemple les muscles intercostaux ou alors les muscles de la paroi abdominale. Maintenant, on passe aux récepteurs. On a vu les centres de régulation, donc on choufou les récepteurs TONL, ils me ramènent les informations. Qui me les informations et les mesures physiologiques importantes au niveau de la mécanique ventilatoire pour savoir si ma ventilation et ma respiration elle est concluante ou être de mleh, c'est bien sûr les pressions partielles des gaz, hein, la PO2 et la PCO2 au niveau artériel. La PO2 et la PCO2 au niveau artériel permettent justement de me donner une ordre d'idée sur l'oxygénation et la quantité de gaz carbonique qui circule dans le sang et qui est venu ou bien qui est venu au niveau des tissus ou bien qui a été consommé au niveau des tissus. Donc, ces mesures-là doivent rester constantes pour maintenir l'homéostasie au niveau de notre organisme. Donc, le système respiratoire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir comme suit. Si la pression, si la PO2, on va dire que, on va commencer à appeler ça la PO2, la pression partielle, tu as le gaz. Si la PO2 diminue et que la PCO2 augmente, ça traduit quoi? Ça traduit du coup que j'ai un manque d'oxygène et qu'il y a trop de gaz carbonique, il y a trop de CO2. Alors, l'effet qui va être donné, la réponse qui va être donnée par les centres de régulation, ce sera une hyperventilation. Cette hyperventilation va permettre de ramener plus d'oxygène et de chasser plus de CO2. Si c'est l'inverse, il y a trop, la pression, la PO2 est
راهي طالعه et la PCO2 راهي هابطه. هنا qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'inverse, une hypoventilation. Je vais faire baisser la ventilation TAE pour justement faire rééquilibrer le dosage TAE en CO2 et en oxygène. Même chose pour le pH. Si on observe une acidose, c'est-à-dire que le pH diminue et que le sang il commence à devenir un peu trop acide, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une accumulation de CO2, parce que le CO2 il va me donner, si tu te souviens du cours de la dernière fois, il va me donner un acide, l'acide carbonique, qui va me libérer des H+. C'est ça qui va faire baisser le pH. Donc qu'est-ce que je vais faire? Hyperventilation pour me débarrasser du CO2 et donc me débarrasser de l'acidité zaïda dans le sang. Si au contraire le pH est trop élevé, donc on est face à une alcalose, on va faire l'inverse, hypoventilation pour rééquilibrer le pH, ce qui paraît logique. La ventilation qui manque, la ventilation pulmonaire ou la ventilation minute, c'est un débit donc qui va varier à l'hsab donc le volume que tu vas inspirer, expirer et la fréquence respiratoire, yani le nombre de cycles respiratoires, yani le nombre d'inspiration d'expiration les حديرها pendant une minute. Donc باش نطلع ولا نهبط la ventilation تاعي نقدر soit نطلع la fréquence ولا نهبطها soit نطلع le volume ولا نهبطها. Le volume bien sûr c'est l'amplitude respiratoire ventilatoire. C'est à quel point les poumons حيتعمروا حيزيدوا le volume que tu vas inspirer ou bien que tu vas expirer. Généralement, ce sont les deux paramètres qui vont être modifiés. Quand je fais une hyperventilation, c'est généralement les deux les henzidhom. Quand je fais une hypoventilation, c'est généralement les deux les je vais modifier, les du coup je vais naqshom. Donc, on va commencer du coup avec ces fameux chémorécepteurs. Parce que ces chémorécepteurs, ils vont permettre de donner les informations vis-à-vis des pressions partielles en oxygène et en CO2, et même au niveau du pH. On a deux types de chémorécepteurs. Les chémorécepteurs dits périphériques qui se trouvent aux mêmes endroits que les barorécepteurs, c'est-à-dire crosse aortique et les sinus carotidiens, c'est-à-dire les zones de bifurcation des artères carotides. Le schéma, c'est encore plus clair. On avait dit, le cours de la régulation de la pression artérielle, on avait parlé des chémorécepteurs, voilà, je m'en souviens. Euh, on avait dit, blé, qui m'a les barorécepteurs, تلقاهم وين تلقاهم crosse aortique et la zone du coup de bifurcation de la carotide commune en carotide externe et interne. À ce niveau-là, du coup, on va trouver ces récepteurs qui vont être sensibles aux trois variables physiologiques, c'est-à-dire qui vont être sensibles à la PO2, à la PCO2 et au pH. Sauf que ces chémorécepteurs périphériques sont beaucoup plus sensibles aux variations ou la PO2. C'est-à-dire que c'est la PO2 oui, non, on va récolter le plus d'informations au niveau de ces chémorécepteurs périphériques. Les informations qui vont être récoltées par les chémorécepteurs vont circuler par le biais d'un influx nerveux, d'un influx électrique, par des voies afférentes qui vont nous venir du coup du nerf glossopharyngien, le 9, et le nerf vague. Alors, si on voit le schéma, le nerf glossopharyngien sera principalement pour les chémorécepteurs au niveau carotidien, et le nerf vague, ce sera pour les chémorécepteurs au niveau aortique. Ça, on en a déjà parlé, qui a donné à le cours de la régulation de la pression artérielle. Maintenant, il y a un autre type de chémorécepteurs. Ce sont les chémorécepteurs centraux. Ce sont donc des récepteurs qui vont du coup détecter les variations de la composition chimique du sang, ça on le sait, et centraux parce qu'on va le trouver dans le système nerveux central, et plus particulièrement dans la surface ventrale du le bulbe rachidien. C'est juste à côté des centres de commandement, des centres de contrôle respiratoire, ce qui est parfait. Hadouma, ils ne vont pas être ils vont pas être stimulés par la PO2, ils vont être beaucoup plus stimulés par la PCO2. C'est ici la pression partielle du gaz carbonique qui va permettre de stimuler les chémorécepteurs centraux. Mais cette PCO2, elle va les stimuler de manière non pas directe, mais de manière indirecte, par le biais de la variation de pH flux liquide céphalorachidien. Alors, pour comprendre ça, on va voir le schéma. Alors, au niveau
Ici, on a fait un zoom. Bon, déjà, l'image elle est floue, je sais pas où elle est, je suis à l'âge. On a fait un zoom au niveau du tronc cérébral. Alors, au niveau du tronc cérébral, la zone jaune a dit hop, on a zoomé. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Il faut savoir que le système nerveux central, que ce soit ton encéphale ou là ta moelle épinière, ils vont baigner dans un liquide qui va les protéger, qui peut même les nourrir. C'est ce qu'on appelle le liquide céphalorachidien ou le liquide cérébrospinal. Le liquide, littéralement, c'est le liquide dans lequel va baigner le cerveau et la moelle spinale. Ce liquide-là, il est très important parce que il va permettre de séparer le tissu nerveux du sang, justement. Et du coup, ça va me constituer la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière-là, elle est très importante. On ne va pas faire un cours de neuro, mais ce qui est important à retenir et à savoir, c'est que lorsque le CO2 il coule en grande quantité le sang, on aura une augmentation de la forme dissoute au niveau du sang, donc une augmentation de la pression partielle en CO2. Cette augmentation de la pression partielle sera un stimulus indirect pour les chémorécepteurs centrales que tu vois ici en jaune orangé, où le récepteur il est là. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'augmentation du CO2 dans le sang va permettre en fait une augmentation du CO2 dans le liquide cérébrospinal, parce qu'il peut du coup diffuser à travers la barrière. Une fois qu'il est dans le liquide cérébrospinal, qu'est-ce qui va se passer? Il تلاقى l'enzyme اللي نعرفوه من le cours précédent, le cours de transport des gaz dans le sang. Il y a l'anhydrase carbonique. L'anhydrase carbonique, qui m'a rappelé la dernière fois, elle va combiner le CO2 avec l'H2O pour me donner l'acide carbonique. Cet acide, comme son nom l'indique, il va libérer donc des H+. C'est la fonction des acides. En libérant ces H+, l'augmentation de la concentration de H+, c'est-à-dire la diminution de le pH, c'est-à-dire l'augmentation de l'acidité, elle va constituer le stimulus direct à le chémorécepteur central. Et le chémorécepteur central, qui a de l'information, il va transmettre l'information au centre de contrôle respiratoire. وش يديروا les centres de contrôle يفهموا بلي إذا زادت l'acidité في le liquide cérébrospinal, c'est que زادت la pression partielle en CO2 et par conséquent, ça veut dire que capable زادت l'acidité au niveau du sang. Donc وش يديروا hyperventilation باش نقص le CO2 et donc نعاود نرجع la normale, la pression partielle en CO2 et l'acidité au niveau sanguin. C'est comme ça qu'ils يخدموا les chémorécepteurs centraux. Et chose très importante, ils ne sont pas sensibles à la pression partielle en oxygène. Il faut retenir qu'ils sont sensibles au PCO2, mais de manière indirecte. À la gel, comme je te l'ai montré, la concentration des ions H+. À la gel, du coup, la transformation du CO2 avec l'H2O en acide carbonique. D'ailleurs, l'équation, je ne vais pas relire ça parce que c'est exactement ce que je viens d'expliquer, le schéma. Donc, là maintenant qu'on a vu qu'il y a deux types de chémorécepteurs, on va s'intéresser à comment est-ce qu'ils vont contrôler, comment est-ce qu'ils vont réguler les variables physiologiques la PO2 et la PCO2. Alors, pour le contrôle de la PO2 peut diminuer dans des cas où je manque d'oxygène, par exemple des cas d'hypoxie, ou là dans des cas où je suis en forte altitude, pardon. Quand je suis en haute altitude, j'ai pas d'oxygène, comme tu peux le savoir. Ce qui va se passer, c'est que cette diminution de la PO2, qu'on appelle l'hypoxémie, terme important à garder en tête, retiens-le, l'hypoxémie, va être détecté. C'est un des stimulus qui va déclencher l'arc réflexe et la stimulation réflexe de mes chémorécepteurs périphériques seulement. Rappelle-toi, les centraux, mais que la PO2. Ce qui va me donner une hyperventilation, donc une augmentation du débit ventilatoire. La réponse, elle est rapide, mais elle reste peu sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la diminution de PO2, mais les chémorécepteurs. Il faut que la PO2 تنقص بزاف, sachant qu'au niveau artériel, elle est aux alentours de 100 mm de mercure. لازم تنقص تحت 60 mm de mercure باش يكون عندي une augmentation de la ventilation. Et ça peut être un piège. On peut prendre un schéma, un graphe, regarde sur la gauche. On a tracé une courbe qui nous mesure du coup la ventilation minute, donc le débit de ventilation, le débit d'air, à l'ahsab, la pression
partielle en oxygène au niveau artériel, hein, sachant que la valeur normale, elle est ici, au niveau de 100 millimètres de mercure. C'est le niveau normal au repos. Alors, on a remarqué que IDA, la pression partielle en oxygène, diminue. Il faut qu'elle diminue bien comme il faut. Moins 60, j'ai une hyperventilation. Wesh, ça, c'est en relation directe avec la saturation en oxygène de l'hémoglobine qu'on a étudié dans le cours LIFET. On avait dit donc les petites variations de pression de PO2 au niveau sanguin ne vont pas faire alarmer l'organisme تاعك. Wesh, parce que il y a quand même il reste une grosse quantité d'oxygène dans le sang artériel. Et la saturation de l'hémoglobine en oxygène. Il est à 90%, pardon, à 90% lorsque la PO2 coule à 60 millimètres de mercure. Ce qui veut dire qu'il y a encore une grosse quantité d'oxygène. Donc, pas la peine de s'alarmer. Les chémorécepteurs ici périphériques, mais des variations à ce degré du coup de modification et de diminution. Ça, c'est au niveau, donc, ça, c'est un détail important à garder en tête. Ça veut dire que la stimulation, la stimulation par le biais de la baisse du PO2 n'est pas un stimulus, n'est pas le stimulus le plus important pour activer le chémoréflexe. Ce n'est pas le stimulus le plus important. Alors, ici, on a un petit graphe, un petit schéma, un petit graphe, hein, qu'est-ce que je raconte? Un petit schéma qui nous montre du coup une diminution de la pression partielle en oxygène inspiré va me donner bien sûr par le biais de la diminution de la pression partielle en O2 alvéolaire une diminution de la PO2 artérielle. Cette diminution, elle doit être conséquente, لازم تكون تحت 60 mm de mercure, باش les chémorécepteurs périphériques يفيقوا لها. وكي يفيقوا لها, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transmettre l'information, ils vont décharger des influx nerveux vers vers du coup les centres de contrôle, les centres de contrôle du coup respiratoire, une réponse vers les motoneurones responsables de la respiration. Bêche, à la fin, les muscles respiratoires ils vont se contracter. La contraction va me permettre d'augmenter l'inspiration, d'augmenter la ventilation et du coup de faire revenir la PO2 alvéolaire et artérielle à la normale. Ça va corriger le problème. Maintenant, ce stimulus, ce stimuli, par le biais du coup de la baisse de la PO2, n'est pas le facteur ou bien le stimulus le plus important. L'hypoxémie n'est pas celle qui va me donner la meilleure réponse réflexe au niveau de mes chémorécepteurs. Le facteur, ou du moins le stimulus le plus important, c'est l'hypercapnie et l'acidose. Alors, qu'est-ce que l'hypercapnie? Qu'est-ce que l'acidose? C'est quoi ces noms barbares? L'hypercapnie, c'est l'augmentation de la PCO2, l'augmentation du coup de la pression partielle du CO2 qui va nous montrer donc une augmentation de la quantité de CO2 dans le sang. L'acidose, c'est en fait une diminution du pH, l'augmentation de l'acidité. On a cité les deux en même temps parce que l'augmentation du CO2 dans le sang va me donner plus d'acide carbonique et donc plus de H+, et augmenter l'acidité au niveau du sang, c'est une acidose. Cette PCO2, qui est une grandeur physiologique très importante, elle va être détectée par les deux chémorécepteurs, les chémorécepteurs périphériques et centraux. Bien sûr, les centraux, voilà, je t'ai dit tout à l'heure, c'était du coup indirect, hein, par le biais du coup des H+. Il faut savoir que les chémorécepteurs périphériques, ils seront très sensibles par rapport du coup à la PO2, ils seront très très sensibles pour la PCO2, de légères variations, ici on peut voir un graphe, de légères variations sur la PCO2 va me donner, donc une légère augmentation, va me donner une augmentation sur la ventilation. Je sais qu'il m'a l'oxygène, oui, la PO2, bzaf, une réponse. Une légère variation va me donner une ventilation kbera. Ça, c'est important à garder en tête. Ça veut dire que les chémorécepteurs sont très très sensibles aux légères variations de PCO2. Je n'ai pas le système de la saturation avec l'hémoglobine, du moins il n'est pas développé au niveau de l'oxygène, donc automatiquement ils vont être extrêmement sensibles. Ils seront rapides. Malgré la rapidité, malgré la sensibilité, ce ne sont pas les plus puissants, ce ne sont pas les plus importants. Le chémoréflexe le plus important et le plus puissant pour réguler une augmentation, une hypercapnie, une augmentation de la PCO2, c'est celle des chémorécepteurs centraux.
malgré qu'elle soit plus lente, hein, elle soit légèrement plus lente, c'est elle qui est la plus importante. Parce que c'est elle qui va du coup initier une décharge plus importante au niveau des centres de régulation bulbaires. Littéralement, les récepteurs centraux, ils sont juste à côté, ils sont au niveau du bulbe rachidien, donc ils sont littéralement juste à côté des centres de régulation bulbaires. Ici, on a notre schéma similaire à Tamorbelat où on va résumer donc l'influence de l'hypercapnie, de l'augmentation donc de la PCO2 artérielle. Quand elle augmente, qu'est-ce que ça va me donner? Au niveau euh, central, du système nerveux central, on a vu que ça va faire augmenter la concentration, enfin, la pression, la PCO2 au niveau du liquide cérébrospinal, ce qui va faire augmenter du coup l'acidité, hein, les H+. Les H+, vont permettre au chenou d'activer et de stimuler les chémorécepteurs centraux qui vont du coup décharger vers les centres respiratoires et initier le réflexe. Même chose pour la PCO2 artérielle au niveau des chémorécepteurs périphériques. Augmentation de cette PCO2, augmentation TNE de DH+, donc qui va kiff impacter les chémorécepteurs périphériques par le biais des H+. L'augmentation de THM va augmenter du coup la décharge et donc me donner le réflexe et donc donner une hyperventilation par l'augmentation de la contraction des muscles inspiratoires. Une fois que la ventilation طلعت, on va avoir un retour de la PCO2 alvéolaire et artérielle à la normale, ce qui va du coup me corriger l'acidose et l'hypercapnie ternant. Ces schémas-là, on les a décrits et ça nous montre une propriété très importante au niveau des chémorécepteurs périphériques, c'est qu'ils sont peu sensibles aux variations de la PO2, mais ils sont très très sensibles aux petites variations de la PCO2. On termine maintenant avec les mécanorécepteurs pulmonaires. Alors, ces mécanorécepteurs, ce sont les récepteurs qui isolent de manière générale les modifications mécaniques, la ventilation, la mécanique ventilatoire. Ils sont situés principalement au niveau du parenchyme pulmonaire, hein, au niveau du tissu fonctionnel du poumon et au niveau des voies aériennes. Ils vont être sensibles à l'étirement du système respiratoire, l'étirement au genou des tissus de cet appareil et de ce système. L'étirement ADAC va m'activer ces récepteurs qui vont décharger, me donner du coup des influx nerveux qui vont transiter et être transportés par le nerf vague, le 10e nerf crânien, pour arriver au centre de régulation bulbaire. Arrivé à là, les centres du coup ils vont du coup traiter l'information pour ensuite m'envoyer une réponse et interrompre l'inspiration. Parce que ici, l'information par le biais de ces mécanorécepteurs, c'est que le poumon, il a été trop étiré. Les structures TWA sont trop étirées. Et ils sont trop étirés, j'ai un risque de lésion au niveau de ces tissus-là. J'ai pas envie qu'il y ait de l'étirement trop prononcé. Du coup, le fait est que quand j'inspire profondément, je gonfle bzaf le poumon. Cette inflation, ce gonflement derrière le poumon, je risque du coup de نقطعه, hein, tout simplement. Du coup, pour que ما تصرعش, qu'est-ce que je fais? J'ai ces mécanorécepteurs qui vont permettre d'envoyer l'information au centre bulbaire qui vont interrompre l'inspiration en inhibant du coup les neurones inspiratoires. Parmi les réflexes que ces mécanorécepteurs sont capables de me donner, on a le réflexe, je viens de le citer, c'est le réflexe Dering-Brewer. Le réflexe Dering. Ce réflexe Dering permet d'éviter que le gonflement est beaucoup trop important lors d'inspiration très très profonde. Donc c'est un réflexe pour protéger les poumons Donc il manque gonflement le poumon, les récepteurs vont s'activer et ils vont envoyer des afférences vagales par le biais du nerf vague vers les centres de régulation et les centres de régulation vont inhiber les neurones inspiratoires. Voilà. Deuxième réflexe, qui cette fois-ci est un réflexe que tu connais, qui va mettre en jeu les muscles, euh, les muscles ici intercostaux externes beaucoup plus. Et ici, il ne va pas venir inhiber l'inspiration, mais plutôt venir la réinitier. C'est le réflexe myotatique, les réflexes spinaux. Alors, le réflexe myotatique, tu le connais, une première année médecine, tu le connais, le lycée, tu l'as déjà étudié plein de fois. C'est le réflexe qui vient te dire que lorsqu'un muscle tu l'étires bzaf, automatiquement juste après il va se contracter.
pour se protéger. C'est un réflexe donc connu c'est un réflexe spinal ou à l'âge parce que le centre de commande, c'est le muscle, ici squelettique, il est au niveau médulaire, c'est-à-dire au niveau de la moelle spinale. Donc de la moelle spinale terna. Donc ce réflexe-là, en quoi il est important la mécanique ventilatoire? Tout simplement parce que lorsque tu vas expirer, on est d'accord, il y a un relâchement, tu as les muscles inspiratoires. Parmi les muscles, on a surtout les muscles intercostaux externes qui initient l'inspiration. En se relâchant, hadouma, ils vont s'étirer. L'étirement, l'allongement va provoquer le réflexe qui va les activer et les recontracter pour réinitier une inspiration. C'est le réflexe myotatique ternant. Tout simplement, c'est un réflexe qui va venir aider à la mécanique ventilatoire ternite. Avec les mécanorécepteurs, donc au niveau pulmonaire, on a d'autres récepteurs qui peuvent être du coup sensibles à des variations à des perturbations au niveau de cette mécanique ventilatoire. On a des récepteurs, les grosses branches trachées larynx qui vont être sensibles à certains gaz irritants, à certaines particules inhalées, et me donner par exemple le réflexe de toux. Ce réflexe-là va permettre justement d'expulser les particules ou les gaz qui sont venus irriter mes voies, ainsi qu'une construction les bronches et le larynx. On a d'autres récepteurs au niveau des bronches plus petites et au niveau des bronchioles ténites. Kiff kiff, ils vont être stimulés par des particules irritantes et ils vont initier du coup un autre réflexe, la bronchoconstruction. On a d'autres récepteurs qu'on appelle les récepteurs J ou la juxtacapillaire ou la juxta-alvéolaire qu'on va retrouver dans la paroi capillaire, dans l'interstitium, du coup, donc au niveau du parenchyme pulmonaire, qui sont généralement quiescents, au repos. Ils peuvent être stimulés lorsqu'il y a une augmentation de pression, à la un œdème interstitiel ou une hyperpression veineuse. Ça va donner une difficulté respiratoire, mais ces récepteurs sont là pour permettre de transmettre le message. En plus de du coup, les récepteurs abdominaux, on a vu, on a d'autres récepteurs, les variations mécaniques au niveau respiratoire, mais qui sont en dehors du poumon extra-pulmonaire, extra-appareil respiratoire. On a les barorécepteurs, les phénomènes déjà, ce sont des récepteurs qui vont être stimulés par la pression artérielle. On les trouve au niveau donc, de la carotte, au niveau des bifurcations des carotides et de la crosse aortique, on les a déjà vus, la pression artérielle, la régulation. On a des récepteurs spécifiques à la douleur, à la fièvre. Les humains, ils peuvent du coup, les messages, les stimulations, fièvre, douleur, peuvent me donner une hyperventilation. Quand tu as mal, tu vas avoir, le cortex va demander plus d'oxygène. Quand tu as du coup une fièvre ou là une douleur, ça veut dire que ça montre ton métabolisme Z, par exemple une inflammation. Donc tu vas avoir besoin de plus d'oxygène et donc une hyperventilation. Tanit, d'autres stimulus peuvent permettre de stimuler en fait les centres respiratoires. C'est par exemple le fait de parler, le fait de déglutir, de bailler, d'éternuer. Gahadouma, ce sont des stimulus qui n'ont pas un rapport direct avec les échanges gazeux, avec la fonction respiratoire à proprement parler, mais qui vont stimuler indirectement les centres respiratoires parce que ça concerne la ventilation théâque. Voilà, on a résumé tout ça avec un petit schéma qui va venir clôturer le cours Tana parce que juste après, c'est un résumé que je te laisse lire, mes pauses, la vidéo, ou qarah wahdek, ça va résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à là. Le générateur Tana, qui est au niveau du tronc cérébral, là, ce sont les centres de contrôle Tawana, qui vont me donner l'automatisme respiratoire, mais en plus, ils vont permettre de contrôler cette ventilation. Elle va permettre Wouchno de gérer la contraction des muscles musculaires, des structures musculaires, qui donc va me gérer la ventilation TAE et donc permettre de garder l'homéostasie au niveau du coup de mes grandeurs physiologiques importantes qui sont la pression partielle en oxygène, la pression partielle en CO2 et le pH. Les valeurs ADOMA sont importantes, sont des indicateurs de la fonctionnalité ou du moins du bon travail le système respiratoire. Il y a des valeurs, même ils sont hors limite ou du moins hors les chémorécepteurs vont s'activer, initier le chémoréflexe et du coup venir moduler l'activité ventilatoire par le biais de leur influence sur les centres de régulation de la respiration.
On a aussi au niveau des structures musculaires et des structures qui sont mobiles au niveau de l'appareil respiratoire, des mécanorécepteurs qui vont kif ou matanit indiquer la santé de la fonction ventilatoire. Est-ce que غادي تندار مليح ولا ماهيش تندار مليح؟ كيف vont pouvoir moduler l'activité les centres de régulation. Le cortex et l'hypothalamus, qui sont du coup des étages supérieurs au niveau du système nerveux central, permettent aussi de gérer cette respiration et d'autres afférences comme la douleur, la fièvre, etc. peuvent être gérées les afférences. Donc, conclusion. Le contrôle de la respiration est essentiel pour l'automatisme respiratoire, bien sûr, mais aussi pour adapter la ventilation interna aux besoins de notre organisme. Et c'était tout du coup pour le cours, en dernier cours de physio pour la première unité de la deuxième année. L'examen approche. Liam Qadou يسمعوا فيا في هاد la vidéo. Je suis très fatigué. Il est minuit 13. المهم, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je suis jusqu'au bout et que ça vous a plu. Et que faites tout le cours, parce que c'est un cours qui m'a été énormément demandé. La vidéo résumée va venir juste après, sûrement à l'instant que vous de la vidéo. La vidéo résumée, l'haqat. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.